Je vais essayer d'apporter des éclairages que je peux apporter. D'abord, vous avez noté que j'ai mis ma cravate ce soir et mon habit de pingouin, mais c'était parce qu'on recevait une délégation russe tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on était dans l'international aujourd'hui. Je vais d'abord peut-être dire à quel titre ou pourquoi je me retrouve effectivement impliqué dans cette démarche qui a l'ambition de positionner davantage le territoire de la métropole à l'international. Bon, tout ça commence par rapport à une responsabilité que j'ai exercée pendant 10 ans, de 1990 à 2000, comme directeur de l'agence de développement économique de Nantes d'abord, puisque c'était communal, puis d'agglomération. Et j'ai cessé ce métier-là en 2000. Et à cette époque-là, Monsieur Hérault m'avait demandé, en quelque sorte, quels étaient, de mon point de vue, les défis qu'il y avait pour aller plus loin dans le développement du territoire. On était déjà dans une belle dynamique, mais il voulait un éclairage, et donc je lui ai à l'époque préparé effectivement un papier sur cette question de l'international, parce que mon analyse était que on était dans une très belle dynamique, mais française, c'est-à-dire avec une attractivité extrêmement forte. Déjà à cette époque, on était classé toujours dans les trois villes les plus attractives en France. Mais en même temps, on avait une totale inexistence à l'international, on va dire, à part le Football Club de Nantes, qui était encore à l'époque visible. C'est plus vraiment le cas. Et donc, le papier que j'avais rédigé, je vais vous en faire une synthèse déjà, pour commencer, pour peut-être expliquer ce que je proposais dans ce document. Et avec la considération qu'aujourd'hui on est dans un monde global. On a beaucoup parlé de mondialisation. Alors ça veut dire une chose très très simple. Quand une entreprise naît aujourd'hui sur le territoire de Nantes, eh bien elle n'a plus de marché local. Elle a une part locale d'un marché mondial. Alors évidemment, je ne parle pas du coiffeur ou de l'artisan local, mais quand vous créez une entreprise dans le domaine de la technologie, vous savez que vous avez des concurrents ailleurs dans le monde et que vous n'avez plus de marché garanti, qu'il va falloir d'emblée aborder le marché mondial et savoir que vous aurez, y compris sur votre territoire ici, des concurrents qui peut-être sont chinois ou indiens ou brésiliens ou américains. Donc, mon point de vue par rapport à ça, c'est que il est indispensable de s'internationaliser pour permettre aux entreprises locales d'accéder au marché mondial et aussi pour accueillir des entreprises internationales à capitaux internationaux et avec des opérateurs internationaux qui nous permettent à nous de nous confronter aussi à d'autres cultures et à d'autres méthodes et de progresser dans cet échange avec ces nouveaux opérateurs. Par rapport à ça, j'ai aussi, alors donc, pour rendre le territoire visible à l'international, c'est-à-dire que pour s'internationaliser, ça passe à un moment par une meilleure visibilité du territoire à l'international. Ça veut dire qu'il va falloir constituer les éléments de ce qui peut être contributif d'une attractivité à l'international en valorisant les atouts du territoire par une promotion et en associant la totalité des acteurs concernés sur le territoire. Donc c'est une démarche par nature transversale, c'est-à-dire si vous voulez développer une stratégie à l'international, il faut associer l'ensemble des acteurs qui ont vocation à intervenir à l'international. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a de nombreux acteurs concernés par une stratégie vers l'international. D'abord un petit rappel sur l'analyse que je fais moi du développement d'un territoire. En fait, pour moi, je distingue deux phases. Alors bon, c'est jamais aussi net que ça, hein, les choses se font progressivement, mais deux phases dans le développement d'un territoire. Il y a une première phase où c'est la fixation des activités qui va attirer de la population. Donc d'abord, c'est l'implantation d'activités. Les populations viennent parce qu'a priori, il y a de l'activité, il y a de l'emploi.
Et autour de l'arrivée des populations et des entreprises, on va à ce moment-là développer des services à la population, des services à l'entreprise. Et si tout se passe bien, si on continue à se développer, l'ajout de ces services qu'on implante sur le territoire a des atouts, qui sont les atouts du territoire par sa localisation, vont faire qu'à un moment, on a un basculement qui peut intervenir où le territoire va devenir d'abord attractif pour les hommes et les entreprises suivent. Autrement dit, il y a une sorte d'inversion du processus de développement, de la phase initiale où c'est l'entreprise qui fait venir les populations, on passe à un deuxième stade, et là on est dans un cercle vertueux à ce moment-là. Ce sont les hommes qui ont envie de venir sur le territoire, qui ont envie de venir vivre sur ce territoire, et les activités suivent. Alors elles suivent parce qu'il y a des créateurs qui viennent, elles suivent parce qu'il y a un marché, elles suivent parce qu'il y a de la main-d'œuvre, et on est à ce moment-là dans une phase que j'appelle le cercle vertueux. Le territoire attire les hommes et donc les activités. Alors pour la métropole, si je parle de la métropole, on va dire qu'en France, on est pratiquement sur ce cercle vertueux, c'est-à-dire le territoire est attractif. Et il y a des gens qui ont envie de venir vivre sur ce territoire. Je vais rappeler, moi, une époque déjà ancienne où il y a eu une campagne de communication. Alors c'était Nantes à l'époque, on n'était pas sur la dimension métropolitaine, mais c'était l'effet côte ouest. Cette campagne, elle avait été déclinée à la fois sur les médias de télévision, sur les grands magazines, sur les journaux. Et il y avait un numéro de téléphone qui était donné dans les messages. C'était le numéro de l'Agence de développement économique. Donc mon numéro à moi, personnellement. Et déjà à cette époque-là, c'est-à-dire il y a quasiment 20 ans, un peu moins de 20 ans, les coups de fil qu'on recevait à l'Agence de développement économique, c'était des cadres de la région parisienne, beaucoup, qui disaient « j'en ai marre de vivre dans cet endroit, je passe des temps infinis dans les transports, mes enfants sont plus ou moins bien portants, ou en tout cas impactés par la pollution. Votre discours a l'air vachement sympa, enfin je résume, hein, mais c'était à peu près ça. Ça a l'air vachement bien chez vous, sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un job chez vous ?» Et on avait déjà là les prémices d'une attractivité de ce territoire qui passait par, vous savez, l'attractivité, c'est, je y reviendrai tout à l'heure, mais ça s'est fondé quelquefois même sur des creux. Je veux dire, quand il y a des pics de pollution, ça arrive régulièrement l'été ou voire l'hiver même, quand il y a des pics de pollution, on vous cite Grenoble, on vous cite Strasbourg, Lyon, même Bordeaux d'ailleurs, la région parisienne, on vous dit qu'il faut arrêter de rouler ou rouler moins, mais jamais Nantes n'est cité dans les villes impactées par ces pics de pollution. Donc, quelque part, c'est pas dit, mais en creux, le sentiment, c'est que c'est quand même un territoire où il fait bon vivre. Voilà. Alors, ça, c'est des apartés. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce cycle-là, attractivité population, puis population entreprise, c'est à recommencer à chaque fois qu'on veut changer de cours. C'est-à-dire que là, on a réussi ça dans la cour du collège, c'est-à-dire la France, et maintenant, il faut refaire une démarche complète, il faut recommencer le cycle pour aller sur l'international. Recommencer le cycle, ça veut dire qu'il va falloir arriver à attirer sur le territoire des organismes à vocation internationale, des entreprises, des chercheurs, des étudiants. Alors bon, on ne part pas de rien, hein. Le président de l'université est là et il va me reprendre s'il a le sentiment que je considère que rien n'a été fait, mais enfin, je veux dire, on peut faire plus, on doit faire plus, tous ensemble, hein, et c'est bien une sorte de cercle qu'on va recommencer, de démarche qu'on va recommencer. Alors évidemment, on est sur le long terme, hein, je veux dire, on va pas demain, les gens vont pas spontanément venir de partout dans le monde à Nantes, ça va prendre des décennies, hein, mais il faut commencer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait attractivité, notamment vis-à-vis des populations, quand on est, comme aujourd'hui, un territoire attractif? Bon, ça va trop vite, là. Hein. Il y a une marche arrière? Ah, c'est là. D'accord. Non, non, c'est pas ça. Donc c'est la marche arrière, c'est dans l'autre sens, alors.
Bon, ça veut pas, hein. Alors, si ça vient, on va y arriver, on remonte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait attractivité, notamment pour les populations, si ça veut bien venir? Voilà. Non, ça c'est l'entreprise, je suis désolé. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont les éléments dont la nature nous a dotés. C'est-à-dire, on est localisé quelque part, on est près d'une montagne, on est près de la mer, on a des caractéristiques climatiques, et tout ça, c'est un élément de l'attractivité. Alors évidemment, pour celui qui est passionné de montagne, c'est plutôt ailleurs qu'il ira, mais on a d'autres atouts en ce qui nous concerne. Ensuite, ça peut être des éléments liés à l'identité ou aux mentalités locales. Donc, son attachement au territoire, sa fierté par rapport à diverses réussites de ce territoire, qui va faire que, quand on est de ce territoire, on va en parler positivement, en valorisant ce qui s'y passe et ce qui s'y fait. Puis, bien sûr, c'est aussi la manière dont on accueille les arrivants sur ce territoire. Ensuite, ça peut être des éléments de nature, des éléments culturels. Bon, évidemment, les événements, les festivals, et ici on a plutôt bien réussi de ce côté-là, mais aussi des grands équipements qui vont faire qu'on va pouvoir attirer les Rolling Stones ou je ne sais qui, par exemple. Le Zénith participe bien sûr à ça, mais c'est aussi la tranquillité publique, la perception que peuvent avoir les gens d'une certaine sécurité ou en tout cas d'une certaine tranquillité sur ce territoire. Ce sont les atouts éducationnels, bien sûr, l'université, les grandes écoles d'ingénieurs, mais aussi les dispositifs de formation continue et professionnelle, évidemment les lycées, puisque aujourd'hui les lycées aussi ont des images, ce sont les atouts de service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver sur ce territoire? Est-ce qu'il y a des hôpitaux, des cliniques de compétentes, de valeur? Est-ce qu'on va trouver une offre commerciale diversifiée ou voire même très spécialisée dans certains domaines? Bien sûr, la capacité d'accueil au niveau des logements. Est-ce qu'on peut s'y loger à des conditions raisonnables? L'attractivité, c'est aussi des atouts de communication. Comment est-ce qu'on vient sur ce territoire? Comment est-ce qu'on peut en repartir? Et des facilités de déplacement internes, bien sûr, sur le territoire, et aussi des liens vers l'extérieur. C'est aussi des atouts de communication, de télécommunication. Est-ce que sur ce territoire, effectivement, on est bien branché sur les nouveaux réseaux qui sont indispensables aujourd'hui à la fois aux citoyens et aux entreprises? Mais c'est aussi des médias. On voit bien que les grandes villes qui existent à l'international, souvent, sont dotées de pôles médias et souvent de pôles médias internationaux. Bon, on pourra en reparler en ce qui nous concerne. Et puis enfin, ça reste toujours, malgré tout, même si j'ai dit que le processus s'inversait, les gens viennent aussi quand même parce qu'ils espèrent qu'il y aura de l'emploi sur le territoire. Donc les atouts économiques. Et puis, si on parle plus des entreprises, elles vont attendre, en plus de ces éléments-là, la possibilité de trouver une main-d'œuvre qualifiée, formée, productive. Elles espèrent trouver une taille de marché qui va leur permettre de développer leur affaire, mais aussi une sous-traitance et des services qui peuvent être quelquefois spécialisés, assez pointus. Et enfin, bien sûr, pour les entreprises, les infrastructures de transport, notamment pour les marchandises, sont des éléments qu'elles vont regarder. Et puis enfin, la fiscalité. Alors ça, je ne sais plus très bien si c'est encore d'actualité, parce qu'avec une fiscalité qui évolue, est-ce qu'il y aura vraiment des différences dans les fiscalités locales? Je ne sais pas bien. Aujourd'hui, j'ai pas regardé ça suffisamment attentivement. Donc tout ça, on peut dire qu'on a ça à Nantes. On a les éléments qui font l'attractivité des personnes et des entreprises, mais sur le territoire franco-français.
Donc, si on veut passer sur une cour un peu plus grande, déjà il faut s'évaluer pour évoluer, c'est-à-dire mesurer ses forces et ses faiblesses. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable de s'étalonner par rapport à d'autres territoires, et pas seulement Bordeaux, Marseille, Lille ou Strasbourg, ou Lyon, mais Brême, Bologne, Manchester, enfin voilà, se comparer à d'autres territoires, pas seulement les villes françaises comme on le fait régulièrement. Et puis pour s'évaluer, eh bien il y a des grilles qui existent. Alors bon, là j'en ai mis une, j'en présente une qui a été développée par un professeur canadien, mais je veux dire, peu importe, il y a d'autres grilles que celle-là. Ce que je veux simplement dire, c'est que ces grilles, c'est indispensable pour se comparer et surtout mesurer aussi ses progrès, son évolution. Alors la grille que je présente est effectivement développée par un professeur qui s'appelle Monsieur Soldatos de l'Université de Montréal, donc qui prend en compte des éléments de situation géographique avec les atouts liés à cette situation géographique. Alors nous, par exemple, dans les atouts, évidemment, on a un port, ce que n'ont pas tous les territoires, toutes les métropoles, mais en même temps, par exemple, on a le handicap d'être excentré par rapport au marché européen, donc force et faiblesse. Bien sûr, les flux économiques avec l'étranger. Est-ce que aujourd'hui on exporte ? Est-ce qu'on importe ? Est-ce qu'on a des entreprises qui travaillent à l'international ? Alors de ce point de vue-là, des petits commentaires en passant, on sait qu'on est une région plutôt faible du point de vue de son rang à l'export, ce qui s'explique par sa localisation géographique, je veux dire, et aussi par une histoire industrielle ou économique récente. On était quand même dans des territoires à l'ouest où, à part l'estuaire, il y avait on était surtout des paysans. Il y a une grande dynamique de création d'entreprises, mais évidemment, ces entreprises ont d'abord cherché à commercer localement, éventuellement régionalement, mais elles ne sont pas parties à l'export d'emblée. Donc on doit être 4e région industrielle, je parle des Pays de la Loire, mais on doit être 10e quand on se compare sur le plan de l'export. Et en même temps, on a il y a un sondage que j'avais trouvé très intéressant qui remonte déjà assez loin. On avait interrogé des patrons de PME sur une grille de questions qui était très simple. Est-ce que vous vous sentez d'abord de votre région, d'abord français ou d'abord européen ? Et quand on interrogeait un Alsacien, il disait « je suis d'abord européen, je suis deuxièmement alsacien, je suis troisièmement français ». Mais quand on interrogeait un Breton, il disait « je suis d'abord breton, je suis deuxièmement français, je suis troisièmement européen ». Mais c'est lié à des situations géographiques et enfin je veux dire, l'Alsacien d'abord il n'a pas toujours été français déjà, donc ça se comprend et ça s'explique, mais ça explique pourquoi on a aussi ce classement médiocre, on va dire, du point de vue de l'export. Puis il y a d'autres éléments qu'on peut prendre en compte. Les fabrications d'Airbus ne sont pas comptabilisées dans l'export de la région, ici. Elles sont comptabilisées au profit de Toulouse. Parce que en fait, c'est le point de départ du territoire qui capitalise l'export. Inversement, pour l'import, c'est pareil. Nous sommes très lourdement importateurs parce qu'on importe du pétrole, du charbon et du gaz. Et ça nous est affecté, même si c'est pour un territoire qui est bien plus large que celui du. Donc quelquefois les statistiques, il faut savoir les lire. Hein. Donc les flux économiques, la présence d'acteurs internationaux. Est-ce qu'on a des sociétés à capitaux internationaux, des centres de décision de dimension internationale? On peut citer des exemples comme Interpol, par exemple, à Lyon. C'est un organisme international, c'est pas une entreprise, mais évidemment ça positionne le territoire. Évidemment, les personnes, il n'y a pas que l'activité économique. Est-ce qu'on reçoit beaucoup de touristes? Est-ce qu'on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers? Est-ce qu'on fait venir beaucoup de chercheurs étrangers? Voilà un autre élément de la grille. Les communications directes avec l'étranger. Est-ce qu'on a des vols directs? Voilà. Comment on est relié à l'étranger? Est-ce qu'on a des médias tournés vers l'étranger? Bon, pas vraiment.
pourrait peut-être faire une édition internationale de Ouest France, j'en sais rien, mais on en parlera à la fin avec ceux qui veulent. Bien sûr, des services ou des équipements ou des conseils, des consultants de niveau international, voilà, c'est un autre élément qu'on peut mettre dans une grille. Alors, les événements, l'événementiel, est-ce qu'on reçoit des colloques, des congrès internationaux? Est-ce qu'on a des festivals qui attirent des spectateurs ou des participants de divers pays? Est-ce qu'on a des compétitions sportives, là aussi, qui rendent visible le territoire? Voilà, l'appareil de paradiplomatie. Est-ce qu'on est une ville avec une présence d'ambassades? Il n'y en a pas beaucoup en dehors de Paris, mais de consulats qui, voilà. Est-ce que derrière tout ça, il y a un peu de paradiplomatie? Les alliances avec des villes étrangères, hors jumelage, parce que les jumelages, alors il y en a certains qui sont intéressants, mais on parlait de Tbilissi tout à l'heure, un petit peu avec les Russes. C'est pas un jumelage extrêmement dynamique. On sait bien pour quelles raisons. Et puis les éléments de cosmopolitisme, les populations diverses qui sont implantées sur le territoire. C'est sûr, quand vous allez à Londres ou à Paris, vous avez cette impression-là évidente quand vous circulez dans la rue. Vous voyez des gens du monde entier qui sont là. Peut-être pas encore le cas ici sur le territoire. Voilà, alors dans cette grille-là, qui est un exemple, hein, encore une fois, il ne faut pas la prendre comme la valeur absolue, c'est une grille qui a été proposée par ce professeur, mais il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est pas d'être les meilleurs partout, mais c'est quand même d'avoir des masses critiques un peu dans l'ensemble des critères. Hein. Voilà, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à notre situation et par rapport à l'ambition? Bon, j'ai dû appuyer 2 fois, c'est pour ça. Hein. Ça va venir. Hein. Voilà, alors si on veut progresser, y compris par rapport à cette grille que je viens de présenter, il y a du boulot. Je dis ça comme ça. Si on parle de tourisme, quelle promotion fait-on de ce territoire à l'international? Alors il y en a, la région en fait un peu, le territoire lui-même pas vraiment. Donc il est évident que là, on a certainement des progrès à faire. Alors, il y a un peu plus de touristes qui viennent visiter le territoire, mais c'est encore très très modeste. Alors, de ce point de vue-là, on sait que il y a des choses qui se mettent en place. En 2012, en principe, on devrait avoir une année très forte sur le plan de la culture et du tourisme. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de promotion de la destination touristique que peut constituer la métropole. Alors quand je dis métropole, c'est évidemment Nantes, mais c'est aussi l'estuaire et puis la côte. On est bien dans cette dimension-là. Deuxièmement, les mentalités, les attitudes. Alors évidemment, quand vous arrivez ici, que vous êtes étranger, la signalétique est quand même un peu absente. Si on parle d'une langue étrangère, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants où les menus sont bilingues. Il y avait même il y a quelque temps des restaurants où on n'acceptait pas l'American Express comme carte. Donc voilà, les taxis, former les taxis à parler un petit peu l'anglais. Vous savez que le taxi, vous savez bien, il peut vous démolir la ville en le temps du parcours, comme il peut en faire une présentation dithyrambique. Évidemment, s'il parle pas un peu d'anglais, c'est plus difficile pour communiquer avec un étranger. Donc il y a des travails à faire. Il faut mettre des étrangers. Il faut recruter des étrangers dans les lieux d'accueil, à la Cité des Congrès, même à Nantes Métropole. Il serait assez logique qu'il y ait quelques personnes au moins capables de parler une langue étrangère, à défaut d'être étrangers. Et puis il faut organiser une sorte de vie internationale, des rencontres avec au bénéfice des populations étrangères qui sont ici, mais pas seulement avec les Français, et être dans des logiques d'animation, on va dire. Voilà. Pour la culture et pour le sport, faut que
les solutions sont très simples. Il faut faire des événements visibles de l'international, et bien sûr les mettre en valeur. Pour l'université, poursuivre, je veux dire, ce qui est engagé, c'est-à-dire que c'est une université qui attire, bien sûr, déjà un certain nombre d'étudiants étrangers. Elle est même proportionnellement parmi les plus attractives. Si je me tourne vers le président, mais il pourra compléter. Mais je crois là aussi qu'il y a peut-être un travail à faire sur le choix des étudiants qu'on veut attirer. C'est-à-dire qu'on a sans doute des talents à cibler plus particulièrement. Je parle pour les écoles d'ingénieurs et pour l'université. On a certainement un travail à faire autour du ciblage des talents qu'on veut attirer. Ça n'exclut pas qu'on accueille largement, hein, mais je pense qu'il y a un travail autour du ciblage de talents. Voilà, pour les entreprises, eh bien, il faut là aussi aller au contact des entreprises, sans doute pas de façon extrêmement diffuse et répartie. Ça sert à rien d'essayer de capter des aiguilles dans des bottes de foin dans le monde entier. C'est de partir de ses caractéristiques, de ses forces sur ce territoire, et puis de se dire sur ce sujet-là, sur cette filière-là, il me faut absolument tel ou tel acteur qu'on a identifié dans le monde et qui viendra compléter la filière, la renforcer et puis apporter justement, encore une fois, des cultures, des façons de faire différentes. Voilà, alors tout ça pour arriver à une conclusion de ce papier. Je suis toujours sur le papier que j'avais écrit à cette époque-là. Donc, en 3 phrases, c'était ma conclusion. Il faut une stratégie. Bon, elle est à construire, elle est à définir. Il faut fédérer les acteurs parce que ça ne sera efficace que si tout le monde est rangé dans cette stratégie, enfin est acteur de cette stratégie et la porte dans son domaine de compétences. Et il faut se doter d'un outil de marketing territorial portant l'image du territoire à l'international. Voilà ce que je préconisais il y a déjà quelque temps. Et avec un petit schéma que j'avais joint à mon papier, que je vous présente là, qui est très simple, qui disait autour de l'outil de marketing territorial et stratégique à créer, qui serait chargé d'évaluation, d'observation, de capitaliser des études, de proposer une stratégie, de la faire évoluer, d'animer l'ensemble des acteurs du territoire, bien tout ça chapeauté par un comité stratégique à la dimension de la métropole, qui valide des orientations stratégiques et qui, en même temps, met en débat cette question de l'international. Et fédéré dans l'outil de marketing, eh bien, on y retrouve les acteurs qui sont incontournables dans une démarche à l'international. Bon, les chambres de commerce, le port, l'université, les écoles, évidemment les collectivités, Atlampol, les cultureux, ce que j'ai appelé les cultureux et les tourismeux, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le tourisme et sur la culture. Et chacun de ces organismes devant présenter chaque année un plan d'action annuel dans son domaine, dans sa compétence, qui vient effectivement nourrir la stratégie, ou enfin mettre en œuvre la stratégie. Alors voilà, c'était effectivement un papier qui n'a pas été utilisé dans le mandat précédent, je vais dire ça comme ça, mais qui effectivement a fait l'objet d'une des priorités du mandat actuel, puisque la question de l'attractivité internationale a été mise dans les trois premières priorités de la municipalité, enfin pas la municipalité d'ailleurs, on va dire de l'agglomération Nantes Métropole, et donc on est engagé dans une démarche où vous allez voir finalement ce que je préconisais quelque part se met en place, alors avec des ajustements. On va parler de marques de territoire tout à l'heure. Quand j'ai fait le papier, les marques de territoire, on n'en parlait pas, mais maintenant, un territoire doit avoir une marque à l'international. Donc voilà, il y a des éléments qui sont venus bien sûr enrichir ça. Alors,
Je redémarre sur un transparent qui dit de façon à peu près de façon différente sur un petit schéma les mêmes choses que les 3 lignes que j'avais mis en conclusion, c'est-à-dire il faut avoir une stratégie, il faut être dans une démarche collective, structurée, partenariale, et il faut avoir une image pour ce territoire. C'était à peu près ce que je disais dans le papier. Alors cette démarche, elle a été effectivement engagée après l'élection de 2008. Elle est articulée sur trois groupes d'acteurs qui travaillent. Celui du milieu, c'est un comité technique. Alors bon, il porte un nom barbare. C'est groupe technique à l'attractivité internationale. Peu importe. Ça réunit effectivement les responsables des multiples acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. On va les relister. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre impliqués dans la démarche. Donc ce sont plutôt les directeurs, les responsables de ces organismes. Il y a un comité consultatif que, effectivement, j'ai l'honneur de présider. Ce comité consultatif, il est constitué de personnalités qui ont toutes la caractéristique d'avoir un lien à l'international. Alors soit elles ont fait un parcours à l'international dans leur domaine, soit ce sont des étrangers, soit elles sont dans des organisations qui agissent à l'international. Alors on a choisi des personnes, il y a une trentaine de personnes dans ce comité consultatif qui représentent tous les mondes qui nous intéressent, c'est-à-dire l'entreprise, bien sûr, l'économie, la culture. Je vais citer un membre, je vais le citer d'autant plus que c'est pas le plus actif dans le comité, mais uniquement parce que je pense que vous ne le connaissez pas. Il y a un monsieur à Nantes qui s'appelle Roberto Ossel, qui est un des 3 meilleurs guitaristes au monde. Bon, ce monsieur est argentin d'origine. Il a fui l'Argentine au moment du régime des colonels. Il est venu s'installer en France. Il s'est marié avec une Française qui se trouve être une Nantaise. Et donc, il vit à Nantes. Il joue avec les plus grands orchestres du monde, parce que c'est un guitariste classique. Enfin, je vous rassure, il joue aussi très bien le tango. Mais ce monsieur a une notoriété assez extraordinaire dans le monde. Il est quasiment inconnu à Nantes. Mais lui, il voyage partout dans le monde. Il dirige un institut de musicologie à Cologne. Donc c'est un monsieur qui m'intéresse dans le domaine de la culture, par les contributions qu'il peut apporter, le regard d'un étranger vivant en France, et puis qui travaille beaucoup et qui sort beaucoup du territoire. Mais voilà un exemple. Jean Blaise fait partie du comité consultatif. Je ne vais pas citer les 32 membres. J'ai dit économie, culture, tourisme, université, enseignement supérieur, recherche, diplomatie. On a un ancien ambassadeur qui est installé maintenant dans l'agglomération nantaise, qui a cessé sa carrière il y a 3 ans de ça, et donc a voyagé lui aussi un peu partout dans le monde. Voilà, les médias, j'ai dû en oublier, mais peu importe. C'est un comité donc de personnalités qui va être amené à donner des avis sur la stratégie, et des avis et des suggestions. C'est une sorte de conseil de développement spécialisé sur la stratégie internationale. Et puis on a bien sûr un comité stratégique, c'est-à-dire que évidemment les décisions doivent être prises au niveau qui convient. Et là, ce sont les présidents de Nantes Métropole, de la Carène et de la Chambre de commerce qui constituent ce comité stratégique. Alors, les structures partenaires, j'en avais cité quelques-unes dans mon petit synoptique tout à l'heure, mais là, vous les avez, toutes celles qui sont engagées dans cette démarche, Atlampol, Oran, Carène, CCI, la Cité des Congrès, le Grand Port, NCP, Nantes Métropole. Alors, il y avait encore l'Office de tourisme qui était mentionné en tant qu'Office de tourisme. Maintenant, NCP, l'Office de tourisme, on va dire que c'est la même chose. Voilà. Donc j'insiste pas. Vous voyez on est bien dans cette démarche fédérative qui implique l'ensemble des acteurs qui sont supposés pouvoir agir à l'international. Alors, les ambitions de la démarche, il s'agit de se doter effectivement d'une stratégie. Donc là, je vais passer quelques éléments qui vont vous sembler évidents, mais
qui sont constitutifs ou qui sont qui sont au socle de la stratégie dont on veut se doter. Bien sûr, on a des traits de caractère sur ce territoire qui sont incontournables. La Loire, l'estuaire, l'océan, des caractéristiques comme l'esprit d'entreprise, d'aventure, d'innovation, et puis aussi cette spécificité, en tout cas reconnue ici, du bien vivre ensemble. Pour réussir dans la mise en œuvre de cette stratégie, il faudra qu'on soit présent dans les réseaux d'influence et de décision. Il va falloir effectivement qu'on ait la capacité à faire valoir notre image culturelle, touristique, événementielle, et puis qu'on branche notre économie sur le monde. Quelque part, elle l'est déjà évidemment en partie, mais c'est bien une des ambitions de cette démarche, c'est qu'on le soit encore plus et davantage. Tout ça passe par des éléments qui sont ceux qu'on a évoqués dans la grille, de critères: conforter l'accessibilité du territoire, se connecter aux réseaux mondiaux, développer un pôle de formation, recherche, innovation de stature internationale, installer une gouvernance et des outils partagés à l'international. Ça, c'est l'outil de marketing que j'ai évoqué. On va y revenir. Donc globalement, ça c'est résumé sur ce petit schéma où vous avez donc un socle, des axes de différenciation du territoire qui ont été repérés en quelque sorte, des enjeux pour un positionnement de la métropole au niveau international. Donc le socle, c'est une gouvernance et des outils qui porteront le territoire à l'international, un territoire accessible, donc plus accessible qu'il ne l'est déjà aujourd'hui, une marque de territoire. Les axes différenciants sur lesquels on va fonder notre stratégie, c'est la créativité, l'innovation, la qualité de vie, la Loire, l'estuaire et l'océan. Et puis tout ça donne des axes ou des enjeux ou des axes en fait de travail qui sont disposer de manifestations culturelles visibles à l'international, construire des clusters dans les industries créatives et les biomarines, conforter une industrie innovante et exportatrice avec les pôles de biotech, EMC2 qui est sur les matériaux et sur les technologies de l'information et de la communication, une offre de tourisme et de congrès de niveau européen, un port, une plateforme multimodale référence de la façade atlantique, une université ouverte et compétitive à l'international. Je ne veux pas dire on n'a pas inventé des choses extraordinaires, on a essayé de qualifier ce qui pouvait être un peu différenciant pour ce territoire, puisque quand on se positionne comme ça dans une compétition mondiale, il faut être capable de montrer ces différences. Alors, où on en est aujourd'hui? On en est sur la définition d'une marque pour ce territoire. Alors, cette marque, elle va se construire, elle se construit en deux phases. Il y a une première phase qui se termine, là, en ce moment, qui a été confiée au cabinet Ernst & Young, qui a consisté à mener de nombreux entretiens avec des acteurs du territoire, y compris certains membres du conseil de développement. Ici, il y a au moins Pierre Montel, je ne sais pas qui d'autre, mais il y en avait quelques-uns qui étaient impliqués. L'objectif de cette phase-là était de cerner les valeurs et l'identité de ce territoire. Donc c'est sur la base de ces échanges et de ces entretiens que se dessine en quelque sorte la personnalité du territoire sur laquelle après on va pouvoir construire la marque. Donc cette phase-là se termine, elle va donner lieu à la rédaction d'un cahier des charges à partir des valeurs et de l'identité qui sont sorties de ces consultations. Et ce cahier des charges est en cours de rédaction, il n'est pas encore rédigé. On mettra en concurrence des agences de communication internationales pour définir la marque correspondant à l'identité et aux valeurs du territoire. Voilà, donc on va rentrer dans cette phase-là à partir du mois de novembre. Et puis parallèlement, la communauté urbaine a délibéré pour se doter de cette agence de positionnement à l'international. La délibération a eu lieu lundi dernier,
non pas lundi dernier, lundi d'avant, le 18. Donc vous voyez que on est dans l'actualité là en ce moment. Hein. Donc cette agence, je vais en dire un tout petit mot. Donc la première phase, c'est ce que je viens de dire. On cherche à cerner les valeurs et l'identité du territoire. Deuxième phase, on consulte des agences de communication qui vont nous proposer une marque et un logo, puisque c'est les principes de la communication à l'international. Cette marque sera lancée en 2011. L'horizon, c'est, on va dire, le deuxième trimestre de 2011, hein, le temps que les agences mises en consultation, en compétition, fassent leurs propositions. Alors, sur l'agence de développement à l'international, la délibération date du 18 octobre 2010. Elle aura 3 missions principales. C'est une agence qui est évolutive, hein, mais dans sa phase de constitution initiale, il y a 3 missions, ce qu'on appelle Convention Bureau. Le Convention Bureau, c'est une agence soutien à la création de colloques ou de congrès internationaux. Donc ça peut être des colloques et congrès internationaux qui sont tournants et qui à un moment il faut positionner le territoire sur ces congrès et colloques tournants, mais ça peut être aussi des congrès, des colloques qu'on va faire naître ici sur le territoire. C'est même la première mission de ce Convention Bureau, c'est-à-dire de considérer les atouts de recherche, de développement et économique du territoire sur une filière et éventuellement de faire naître à partir de ces atouts des congrès ou des colloques à dimension internationale. Exemple, on a parlé de biomarine. Actuellement, il y a un travail qui est fait autour de la possibilité de créer un événement mondial autour des biotechnologies, des biomarines à Nantes, et peut-être d'ailleurs en alternance avec un autre territoire. Il y a des démarches engagées pour peut-être présenter une candidature conjointe entre Nantes et une ville d'un autre continent. La deuxième mission de cette agence, ça va être de gérer la marque qui sera créée donc en 2011, qui sera disponible en 2011. Gérer la marque, ça veut dire que c'est passer des conventions avec l'ensemble des acteurs qu'on a mis autour de la table, qui doivent s'engager évidemment dès qu'ils vont à l'international, à se mettre sous la bannière de cette marque. À Lyon, qui a une marque, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Only Lyon. La chambre de commerce de Lyon, quand elle sort, c'est la chambre de commerce Only Lyon. L'université, enfin, etc. Donc, il y a une marque ombrelle, on va dire, hein, qui fait que tout acteur du territoire se met derrière cette marque ombrelle quand il va à l'international. Et puis, bien sûr, une mission de coordination. Vous avez vu tous les acteurs associés, avec cette idée que chacun d'entre eux doit porter une partie du plan d'action global. Donc il y a de la coordination et de l'animation des acteurs à faire. C'est cette agence qui en sera chargée. Alors maintenant, 2 mots sur le processus de la marque. Hélas, je ne pourrais pas vous dire quelle va être la marque parce que le processus, la démarche n'est pas achevée. Les éléments qui ont présidé au travail fait par Ernst & Young. Ça, c'est des transparents que j'ai sortis des conclusions d'Ernst & Young, hein, ou des propositions d'Ernst & Young. Donc, la marque, elle a vocation à permettre au territoire de changer de dimension, changer de cours, je le disais, mais c'est bien ça. En capitalisant sur une stratégie décalée qui a déjà été source de succès pour Nantes. On pense à la culture en particulier. On peut penser à l'écométropole, puisque on vient d'être labellisé capitale verte européenne pour l'année 2013. Ensuite, passer de ce qui a été une effervescence culturelle créative à une industrie créative. Troisièmement, faire émerger des champions locaux et en même temps attirer des leaders internationaux dans certains domaines. Et puis donc au total, progressivement, passer du statut de capitale régionale du Grand Ouest à métropole européenne. Pour ça, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut un mode opératoire coordonné et transversal
Donc il faut faire ensemble avec tous les acteurs, je veux dire, concernés par cette question de l'international. Et derrière, il y aura, bien sûr, quand on aura cette marque, à la faire vivre particulièrement dans la presse. On sait bien que c'est au travers des médias qu'on va exister. Et la logique, c'est que dès qu'on aura cette marque, tous les mois, il y aura des communications dans les grands médias étrangers, que ce soit pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons d'enseignement supérieur, de recherche. L'objectif, c'est bien qu'on soit présent dans les médias étrangers. Dans les documents que nous ont présentés Ernst & Young, il y a une mesure de la visibilité du territoire qui se fait de façon très très simple. Même Yves Lenné fait ça à partir d'Internet. Il nous a fait un petit papier sur le sujet, mais pour donner des chiffres, Nantes apparaissait en 6e. On parlait des métropoles régionales. Nantes apparaissait en 6e position, ce qui n'est pas finalement étonnant. Ça correspond à peu près à notre position. Voilà, mais Lyon, qui était en première position, avait 4200 occurrences, comme ils disent. On citait Lyon 4200 fois sur une période, je ne sais plus de combien de jours. Et nous, on était à 450. Et puis derrière, il y avait Bordeaux qui était quasiment à 3500. Et il y avait Toulouse qui était à, je ne sais plus, 3000. La performance de Nantes, c'est peut-être pas celle qui est le plus surprenante, c'est celle de Bordeaux et de Toulouse, qui pour des villes de taille à peine plus grande que celle de Nantes, étaient dans des niveaux de visibilité très supérieurs. C'est sur quoi, sur Internet, c'est sur les grands médias, c'est Die Welt, enfin c'est les grands médias, les grands quotidiens nationaux des principaux pays européens. Attention à Bordeaux. Et les grands... Mais bien sûr, Bordeaux, on a tous cette... Bordeaux, c'est pas seulement une ville. On a tous cette... Mais je suppose quand même que c'était bien de la ville qui parlait quand ils ont mesuré ces occurrences. Mais c'est vrai qu'ils sont bien aidés par leur nom et par la confusion entre le vin et la ville. Voilà, donc simplement pour dire qu'il faudra être présent dans la presse. C'est Jean-Pierre Elfer qui dit ça quand il parle d'Audencia. Lui, il a une personne spécialisée dans le contact avec la presse internationale. Et la consigne, c'est il ne doit pas y avoir un supplément consacré à l'enseignement supérieur en Europe dans lequel on ne parle pas d'Audencia. Donc ça veut dire un travail en continu et de l'influence, quoi. Hein. Alors, comment on construit une marque ? Elle doit d'abord fédérer les acteurs. Bon, on le dit, mais c'est indispensable. Si on conçoit une marque, mais personne ne veut la porter, on a loupé. Hein. Donc, c'est bien une marque qui doit entraîner l'adhésion de l'ensemble des acteurs, qui doit permettre de tenir un message cohérent à l'international, c'est-à-dire tout le monde doit dire à peu près la même chose. Et puis, évidemment, ça doit rendre visibles les performances du territoire au travers du message. On a eu un débat dans le conseil consultatif et dans les autres instances que j'ai citées tout à l'heure, sachant qu'il y a des stratégies de marque qui peuvent être différentes. Je vais montrer quelques exemples ensuite. Est-ce qu'on doit être sur les valeurs ou est-ce qu'on doit être sur des performances simplement ? Et la conclusion qui a été unanime d'ailleurs de l'ensemble des participants à la démarche, c'est de dire on doit d'abord fonder notre communication sur nos valeurs. On doit se retrouver, on doit retrouver nos valeurs dans cette marque. Et évidemment, ça doit aussi valoriser les performances du territoire. Mais à la base, ce qui nous est apparu indispensable, c'est que cette marque devait refléter l'identité et les valeurs du territoire. Alors, je passe sur le transparent. Là, en fait, pour préparer la consultation, on constitue ce qu'on appelle une plateforme de marque. Et on voit, là, je vais montrer quelques exemples qui nous ont encore été présentés par Ernst & Young, hein, j'invente rien, qui montrent deux axes qui ont été deux axes possibles. Celui de la performance. Par exemple, ici, on a plusieurs villes qui ont choisi, vous avez le petit carré bleu en bas, de s'afficher comme des leaders, des pionniers, des innovateurs. Et donc, c'est par exemple San Diego qui dit on est une région leader. C'est Only Lyon qui dit seulement Lyon. En dehors de Paris, il y a seulement Lyon.
Voilà. C'est Sydney, voilà, qui ne parle que de Sydney avec un petit logo. C'est Munich qui dit je suis la cité de la connaissance. Bon, le Bade-Württemberg qui fait une étiquette de bouteille de vin, à mon avis, mais enfin bon, mais qui dit en gros, qui prétend que c'est là que les idées démarrent. Hein. Voilà. Donc voilà quelques exemples. À Hong Kong, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dans le ce qu'il y a dans le propos. Donc ça, c'est un choix. On s'affiche comme les meilleurs dans un domaine, les leaders, les plus performants, les plus ceci, les plus cela. Et puis il y a un autre choix qui est plutôt sur l'émotionnel, sur l'épanouissement, la proximité, la passion, l'ouverture. Enfin voilà quelques exemples où on voit. Alors bon, évidemment, les Maldives c'est assez particulier, mais Varsovie c'est tomber amoureux de Varsovie. Fall in love with Warsaw. Copenhagen, c'est un jeu sur l'ouverture, puisque dans Copenhagen, il y a open. À Amsterdam, ben, vous voyez bien, finalement, je suis Amsterdammer. Voilà, je suis Amsterdam. Belfast, avec un cœur. I Love New York, que tout le monde, évidemment, connaît. Think London, Madrid, enfin voilà. Où là, on a plutôt des territoires qui ont choisi de, justement, être plutôt sur les valeurs, sur... voilà, l'affectif et voilà. Hein. Et donc nous, pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, on a plutôt choisi d'être d'abord sur ce registre-là. Hein. Non, le registre valeur. Ce qui n'empêchera pas de mettre en évidence des performances hein, pour le territoire. Hein. Alors, la plateforme de marque, qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse qui va se retrouver dans la marque, dans le logo, dans la phrase qui va accompagner la marque de territoire. Et cette plateforme, elle doit à la fois proposer une fonction, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est notre territoire, quelles sont ses caractéristiques, comment on le définit. Elle doit mettre en lumière la personnalité du territoire. Alors ça ne va pas se retrouver dans la marque, mais la marque, elle va dépendre des éléments constitutifs de notre personnalité. Elle doit refléter les valeurs du territoire. Et enfin, elle doit aussi permettre de mettre en évidence les performances de ce territoire. Donc ce travail, on va dire, est abouti. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner la plateforme de marque avec les éléments propres à ce territoire pour des raisons simplement qu'elle sert de support à un cahier des charges et que je ne peux pas divulguer. Le cahier des charges, il n'est pas écrit encore à ce stade-là, mais je vais donner quelques éléments quand même en passant. On va dire que la personnalité telle que les personnes qui ont été consultées l'ont fait ressortir, c'est un territoire tonifiant, on va dire surprenant, étonnant, capable de certaines folies, mais en même temps simple et dans une dynamique assez positive. Hein. Voilà. Donc, alors c'est pas les mots précis, hein, donc ne vous attachez pas aux mots que j'ai donnés. Je cherche à décrire ce qui est sorti de la perception que donnent les gens. Ensuite, sur les performances, on peut là-dessus, je pense que vous serez pas surpris. On trouve la culture du bien faire ensemble. C'est ce qu'on nous reconnaît, c'est ce qu'on sait, on sait bien faire. C'est aussi un territoire qui a une cohésion sociale qui joue sur son attractivité. C'est-à-dire que c'est un territoire qui fait rarement parler de lui. Par des exactions violentes. Alors bon, il peut y avoir des manifestations hein, de temps en temps, mais c'est quand même un territoire où il y a une certaine cohésion sociale. Il y a la vitalité économique, il y a l'effervescence créative et culturelle. Il y a l'aspect éco-métropole, alors d'autant plus important qu'il est reconnu par maintenant le label de capitale verte européenne. Il y a la situation géographique.
et puis une capacité d'innovation démontrée depuis d'ailleurs très longtemps, puisque sur ce territoire, il y a quand même eu des inventions, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, on a oublié que c'était inventé ici, mais voilà, il y a une capacité d'innovation qui est très très ancienne. Donc voilà, moi ce que je peux dire à ce stade-là, je crois que j'ai fini mon intervention. J'ai sans doute été un petit peu long. Je suis un petit peu frustré de ne pas vous voir être plus précis sur la plateforme de marque, mais pour des raisons que vous pouvez comprendre, on est dans une phase de préparation d'un cahier des charges de consultation d'agence, donc je peux pas vous donner plus d'éléments à ce stade-là. Je reviendrai ou je pourrai en donner quand le cahier des charges sera public, et on fera un petit complément à ce moment-là. Voilà, Michel. On peut l'applaudir. Je dois dire également bravo à Philippe pour la passion tempérée qui est la sienne, mais profondément au cœur de ton exposé, on sent la passion pour les responsabilités et ton attachement au développement de Nantes à l'international. Alors, on reverra Philippe, bien sûr, on le voit en tant que président du Conseil de développement très très régulièrement, mais on le reverra en tant que président du comité consultatif à l'international peut-être un peu avant le deuxième semestre 2011, quand tu pourras nous en dire un petit peu plus. Mais puisque nous avons la chance d'avoir et notre président du Conseil de développement et le président du Conseil consultatif à l'international, j'en passe et des meilleurs, Philippe, moi je vous invite à en tout bien, tout honneur, à le titiller un petit peu sur sa présentation que j'ai trouvée très complète, très claire, très pédagogique, peut-être un peu idyllique. Sur l'approche des choses. C'est peut-être pas si simple que ça, mais je vous invite vraiment à le questionner en toute amitié, en toute franchise. Eh ben, je veux bien commencer. Et moi, bravo pour la présentation. C'est assez enthousiasmant, surtout d'avoir un label ou d'avoir un nom, en fait, un porteur. Par contre, mon sentiment, je suis depuis un an sorti de l'activité. J'étais dans une entreprise internationale et j'ai été hébergé pendant un certain temps dans les bureaux de General Electric Healthcare médical. Bon, c'est une petite unité et la France doit être en 4. Le siège pour l'Europe est en région parisienne et il y a 4 grandes régions. Je crois que c'est Paris, Marseille, Bordeaux et Nantes. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, enfin à travers l'illustration de ce cas-là, que General Electric, qui ne représentait pas grand monde, ici 40 personnes, c'est services et commercialisation de scanners, d'IRM, que je n'avais pas grand chose à voir avec la commune, enfin ou les communes ou la ville et son territoire, et que c'est pas non plus très connu. D'ailleurs, ça illustre, mais bon, les raisons elles peuvent être techniques, commerciales, j'en sais rien. Le seul hôpital qui est pas équipé en matériel, à ce moment-là, en tout cas il y a 2 ans, n'était pas équipé en matériel de GE, c'était Nantes, enfin un grand. Donc ils vendaient leur matériel ailleurs. Alors, ne serait-ce que par exemple pour faire des démonstrations de matériel, ils allaient à Bordeaux, à Paris, etc. Bon, c'est moi, je sais pas les raisons pour lesquelles je suis pas là non plus pour dire il fallait acheter du matériel de GE. Je veux pas leur porte-parole, mais j'ai toujours un peu ce sentiment quelquefois d'étanchéité entre les entreprises existantes qui sont moyennes quelquefois en taille, des entreprises étrangères ou nationales, et la communauté. Voilà. Et c'est une remarque intéressante. Alors, je vais dire 2 choses. Madame Guémard, qui représente General Electric en France, est l'ancienne ambassadrice aux investissements étrangers. Donc je ne sais pas si elle-même intervient dans ces relations-là. Mais moi, ce que je veux simplement dire, c'est que je pense que le développement, le positionnement à l'international, ça va supposer de travailler beaucoup plus avec les entreprises internationales déjà présentes sur le territoire. C'est-à-dire que quand je dis il y a de la prospection à faire, aller chercher d'autres entreprises, en s'appuyant sur celles qui ont déjà des
des filiales ou des établissements sur le territoire, on peut remonter dans le système de décision d'un grand groupe comme General Electric. Et si je peux raconter une histoire, mais très courte. Vous savez qu'on a une longue histoire sur la fabrication des boîtes de conserve ici. Il y a sur Chantenay une entreprise qui était auparavant Carnot. Gigi Carnot, qui a eu des changements, des changements d'actionnaires, et lorsque j'étais à l'agence de développement économique, ils ont été rachetés par un Américain qui s'appelle Crown Cork and Seal. Il se trouve que moi, dans mon boulot, je considérais que l'agence avait un programme, l'équipe de l'agence avait un programme de visite des entreprises sur le territoire. En gros, la consigne, c'était on doit parfaitement connaître nos entreprises. Et donc, je m'étais réservé les grosses, je vais dire ça comme ça, mais donc j'avais vu le responsable de l'entreprise à Chantenay. Et puis on avait établi une relation, je le voyais de temps en temps. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, Crown Cork and Seal est en train de préparer une restructuration de ses usines en Europe. Et aujourd'hui, on n'est pas la plus performante d'un point de vue technologique. C'était pas sur le plan de la productivité des personnels. On n'est pas la plus performante sur le plan de l'outil. Et il y a un fort risque qui pèse sur l'atelier, enfin sur l'établissement à Nantes. Et s'il m'a appelé, c'était pour me dire j'ai une proposition à vous faire. Et si les collectivités nous soutiennent, on peut éliminer le risque. Et donc on a fait ce qu'il voulait. En fait, c'était une nouvelle chaîne. Il voulait faire des investissements. Il voulait une chaîne plus performante pour faire des boîtes encore plus minces au niveau de la boîte elle-même. Et donc, le dossier a été présenté. Il a fait ça sans en parler à ses grands patrons. Et le jour où la discussion sur les arbitrages à l'intérieur du groupe est arrivée, il a pu faire état d'un soutien pour son projet de modernisation des collectivités locales et de la DATAR d'ailleurs à l'époque. Et donc voilà, ce que je crois, c'est qu'évidemment, quand on veut travailler comme ça sur l'international, malheureusement on n'a pas les sièges des grands groupes ici. Donc ça veut dire travailler avec ces groupes qui sont présents sur le territoire et établir des relations telles qu'on doit être capable finalement d'établir une certaine proximité, y compris avec le centre de décision qui est quelquefois loin, mais par le biais des acteurs présents sur le territoire. Hélène Combe. Oui. Bonsoir. Je me lève voir Philippe, sinon je ne le vois pas. Quelques remarques par rapport à ton intervention. Donc, d'abord, merci pour la présentation. Plusieurs questions. Et ça fait un moment que je les pose ici sur ce territoire. C'est finalement quelle est la bonne échelle pour se faire voir à l'international? Est-ce que quand on dit Nantes-Saint-Nazaire, on est à la bonne échelle? Et d'autre part, ça c'est plus une constatation au niveau français. Attention à l'arrogance. C'est-à-dire que est-ce que Nantes sera une grande métropole internationale? Honnêtement, j'en doute. Dès qu'on travaille avec l'étranger, déjà on ne sait pas où est Nantes. On sait, quand on voit où est la Bretagne, c'est bien, mais les Pays de la Loire, on ne les voit pas. Donc, que Nantes soit une métropole qui prenne sa place, qui contribue à une autre relation au monde, je pense que c'est intéressant, mais voilà, déjà positionner peut-être les choses ainsi. Après, autre chose, dans la marque, on voyait très bien, les exemples étaient très, très parlants. Il y a des villes françaises, en l'occurrence Lyon, qui parlent d'elles, Only Lyon. Et puis il y avait une autre ville, par exemple Madrid, qui disait avec vous. Je suis mad de vous plutôt, je suis fou de vous. Donc est-ce qu'on peut dans ces cas-là parler aux autres et pas demander à ce qu'on nous regarde en auto-centré? Puis après plusieurs choses sur donc effectivement intéressant de mettre les valeurs en premier. J'étais ravie de voir la question cosmopolite dans la grille, parce que ça aussi quand même la question quand on dit qu'il y a cohésion sociale dans ce territoire, la diversité culturelle, on ne sait toujours pas la vivre. Donc, on a énorme progrès à faire par rapport à ça. Ensuite, attention aux contradictions dans la grille, par contre. Parce qu'on dit flux. Puis en même temps, dans ce territoire, comme dans d'autres, on parle de plan climat.
Et on dit attention, bilan carbone consommation, bilan carbone production, c'est-à-dire tout ce qui fait les allers-retours de matériel pose problème sur la question de l'effet de serre. Je vais juste réagir sur ce plan-là. Cette grille, effectivement, faite par le professeur Soldato, elle date de 15 ans. Voilà. Donc c'est certainement aussi pour ça que ce sujet-là n'est pas dans la voilà. grille. Hein. Mais on sait que c'est pas facile de le traiter aujourd'hui en même temps. Hein. Donc, aussi dans les contradictions, par exemple sur le biomarine, on va être tout de suite en concurrence avec Brest. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses? Parce que moi, il me semble qu'il y a un atout majeur de Nantes, dont on n'a pas parlé là, parce qu'on ne pouvait pas tout parler, qui est visible en Europe. À l'international, je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais en Europe, en tout cas, c'est la question des droits de l'homme, c'est l'édit de Nantes. Et donc, il y a un événement majeur ici, qui est unique au monde, qui est le Forum international des droits de l'homme. Il est en difficulté, peut-être parce qu'on ne s'est pas assez valorisé dans les médias. Mais en tout cas, c'est vraiment un événement qui existe ici, qui a un lien avec l'histoire, qui est lisible dans les institutions internationales, qui est lisible dans plusieurs pays du monde. Donc, je pense que s'il y a vraiment un événement qu'il faut soutenir fortement, c'est celui-là. Et puis après, j'avais juste envie de faire un clin d'œil avec les travaux qu'un certain nombre d'entre vous avaient fait sur l'agenda 21 de Nantes Métropole en 2005. Il y avait des actions qui avaient été proposées qui n'ont pas été retenues, mais qui sont dans le sens de ce qu'on se dit là. C'était la carte du territoire, des relations du territoire avec le monde. C'est-à-dire qui est en lien avec le monde, depuis le monde associatif, depuis le monde de l'entreprise, depuis le monde des collectivités, qu'on regarde ce qui se passe très globalement. Et deux, c'était, pourquoi pas avoir à Nantes le pôle international du commerce éthique, parce qu'effectivement, il n'existe pas encore à l'heure d'aujourd'hui. On pourrait avoir de l'enseignement, on pourrait avoir de la recherche. Depuis la crise financière est passée, peut-être que ça vaudrait le coup de le relancer. Alors Philippe, un paquet de questions. Oui, on commence par la première. Est-ce qu'on est sur la bonne échelle? Alors, je pense qu'on est sur une échelle qui, en tout cas, nous permet de vouloir exister à l'international. Alors après, si la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Rennes, Angers, je pense que ça va déjà être difficile de se mettre d'accord sur, par exemple, une marque qui dira pas toutes les composantes du territoire. Je veux dire, on est dans une logique où on essaye d'embarquer, bien sûr, l'estuaire, mais aussi, si possible, la Baule, la presqu'île. Évidemment qu'on va pas mettre tous les noms de toutes les communes qu'on souhaite embarquer dans ce voilà. Je pense déjà que ça va pas être simple. Et donc il faut certainement travailler. Puis en plus il y a 20 ans d'histoire entre Nantes et Saint-Nazaire et la presqu'île. Donc il faut vraiment qu'on soit sur ce territoire. Bon, il est quasi millionnaire en population, donc il a une dimension qui devient significative. Alors après, sur la deuxième question, sur l'ambition, je crois que oui, il faut être modeste. Alors c'est vrai que on peut donner le sentiment quand on présente ça qu'on a des ambitions extraordinaires. Bon, je crois que personne ne rêve sur la position de Nantes sur la carte mondiale. L'ambition, elle est d'exister davantage à l'international. Et c'est de toute façon un processus de longue haleine et qui nécessitera des choix. C'est-à-dire qu'on peut pas prétendre être on peut pas prétendre être Paris ni même Lyon. Donc on sera visible sur certains aspects de notre territoire, sur certaines filières. Et ça supposera qu'on fasse des choix. Et on n'a pas les moyens de faire autre chose, et ça serait totalement déraisonnable d'ailleurs. Hein. Enfin, je pense il n'y a pas de rêve dans le. Et en même temps, on est capitale verte européenne. Enfin, je veux dire que on peut. Elle va faire des commentaires, Hélène, mais on peut de temps en temps réussir des choses d'un excellent niveau. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme question? J'ai pas tout noté. Les droits de l'homme. Alors moi, je partage la question de l'édit de Nantes, enfin le sujet de l'édit de Nantes. J'ai déjà raconté, je crois ici, qu'à une époque, j'allais beaucoup au Japon. J'y suis allé, j'ai passé à peu près l'équivalent de 6 mois de ma vie en cumulé au Japon. Et un soir, je rentre à mon hôtel à Tokyo. Et j'avais un chauffeur de taxi. J'ai parlé des taxis qui parlent pas suffisamment l'étranger, mais j'avais un chauffeur de taxi qui avait envie de discuter avec le gaijin qu'il avait dans sa voiture. Et donc il commence à discuter, il me demande d'où je viens, donc je lui dis je viens de France.
Eh oui, mais où en France? Alors je lui explique que j'étais sur la côte atlantique, à l'ouest de la France. Oui, mais où voilà. Et donc petit à petit, je finis par lui dire, je viens de Nantes. Et il me fait, ah, l'édit de Nantes. C'est vrai que cet acte de tolérance est enseigné dans le monde entier. Alors, c'est vrai aussi que sur les 120 millions de Japonais, ou sur les 100 000 chauffeurs de taxi, je ne sais pas combien ils sont, il y en a 99 999 qui croient qu'édit de Nantes, c'est un seul mot. Hein, et qui n'ont pas fait le lien avec le territoire, avec la ville où ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est évidemment un des éléments qu'il faudra être capable d'utiliser dans cette volonté de se positionner à l'international. Et donc derrière le Forum des droits de l'homme, oui, c'est vrai que on n'a pas suffisamment valorisé cet élément-là. Et ensuite, il y avait le développement durable. Donc c'est vrai que ma grille est un peu ancienne, hein, je l'ai dit, c'était juste pour illustrer. Il y a sûrement des grilles plus récentes qui pourraient utiliser ce critère. Alors après, on est dans un monde où on se déplace. Et là, je n'ai pas toutes les réponses à la question. Oui. D'autres questions, Yves? Pardon, le micro est... Comme c'est enregistré, on utilise le micro, je vous en prie. Bien, juste une... Oui, je le donnerai. Donc juste une petite précision, l'agence de développement à l'international, c'est Nantes Métropole ou c'est Nantes Saint-Nazaire? Non, c'est bien une agence, ça sera le premier outil de gouvernance de l'ensemble Nantes Saint-Nazaire, hein, de la métropole. Donc c'est bien Nantes Saint-Nazaire, c'est-à-dire que les fondateurs de l'agence, il y a une délibération à Nantes Métropole, mais parallèlement il y en a une à la Carène et une également à la Chambre de commerce. Oui, on a affaire à une ambition très lourde, assez lourde parce que elle consiste à la recherche de mots magiques. Alors, dans ma vie, j'en ai trouvé un ou deux. J'ai passé 20 ans dans le tourisme, dans une entreprise qui s'appelait au début BAI, Bretagne, Angleterre, Irlande, et ça voulait dire BAI, ça voulait dire quelque chose en japonais, qui a quelque chose à voir avec la culture, etc. C'était intéressant, mais c'était pas notre marché. Et ça voulait dire quelque chose en basque, parce que ça veut dire oui, tout simplement. Donc on n'était pas bien avancé. Donc on s'est appelé Brittany Ferries. Et je me suis rendu compte dans ces 20 ans de travail auprès de cette entreprise, donc dans le tourisme, que le mot magique dans le tourisme, c'était freedom, c'était la liberté. Même quand on vous offre un package qui est ficelé comme c'est pas possible, c'est au nom de la liberté qu'il faut le vendre. Je vais pas dire que la liberté est un beau mot, un bon mot pour Nantes, un bon qualificatif, non. Mais il y en a un que j'ai pas entendu, et j'aurais aimé que tu prononces, parce que dans ma deuxième activité, c'est celui-là que j'ai trouvé. J'ai passé 10 ans de ma vie à essayer de faire venir des entreprises industrielles dans le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, et particulièrement le démarrage de Montoire. Et je me suis rendu compte que le mot magique, c'était confiance. Si on n'arrive pas à donner une image de confiance, on n'attire pas, on attire bien plus difficilement, et ça, c'est important de l'intégrer. Alors, je vais ajouter une troisième donnée qui est un mot magique pour Nantes, quand même, parce qu'il n'y a pas que l'édit de Nantes. Et je vous livre simplement le mot, vous le connaissez, c'est Jules Verne, parce que il est connu dans le monde entier. C'est le deuxième plus traduit de tous les, et il porte des valeurs d'innovation, d'utopie, etc., qui sont considérables. Je suis d'accord pour Jules Verne, il y a aucun doute, mais je pense que effectivement ce qui est en train de se sortir autour de cette plateforme de marque permettra d'utiliser, de capitaliser sur Jules Verne, sur l'édit de Nantes. Hein. Sur Freedom, écoute, la confiance, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est quelque chose d'important. C'est un peu dans les valeurs. C'est pas exactement formulé comme ça, mais dans les valeurs qui sont ressorties, il y a quelque chose autour qui est proche de la confiance. Allez-y. Oui, bonjour. José Martínez de la Fuente. Donc, comme mon nom l'indique, je ne suis pas vraiment français. Je fais partie des étrangers ce soir. Je vais me permettre d'avoir une vision peut-être un petit peu décalée par rapport à ce que vous avez dit.
Juste une remarque. Enfin, j'ai noté beaucoup de choses, mais je pense que je vous enverrai plutôt un mail parce je vais pas accaparer la parole. Une image, à mon avis, ça ne s'achète pas, ça se mérite. C'est très compliqué d'acheter une image, surtout s'il n'y a rien derrière ou pas grand-chose. Là, je reviens de la remise des prix du Prince des Asturies, donc à Oviedo. J'ai failli prendre d'ailleurs le bateau qui fait Montoire et le Moussel. Montoire, personne connaît, et le Moussel non plus. Donc si d'un côté on appelle ça les Asturies, il vaudrait peut-être mieux appeler ça autrement, côté français également. D'accord ? Et je vais me permettre une vision un petit peu décalée en ce point que une des personnes qui ont reçu le prix des Asturies des sports cette année, c'était en fait la sélection espagnole de foot. Vous allez me dire, ça fait 40 ans qu'on essaye de gagner, c'est enfin arrivé, je ne sais même plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qui caractérise la sélection espagnole de foot aujourd'hui ? C'est que justement, il y a sûrement beaucoup moins de vedettes que dans l'équipe de France. Je pense que la plupart des joueurs qui étaient là vendredi dernier pour recevoir le prix, vous ne les connaissez pas. C'est eux qui ont gagné. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent le nom de l'entraîneur. Je ne suis pas certain. C'est quelqu'un beaucoup moins connu que beaucoup d'autres entraîneurs. Et si je fais la comparaison, c'est parce qu'après tout, plutôt que de se comparer avec Paris, avec Lyon, avec les grandes capitales, est-ce que la chance de Nantes, ce serait pas, là aussi, non pas d'essayer d'attirer des entreprises avec la création de 1000 emplois, et on sait très bien comment ça peut se terminer après, mais plutôt d'attirer une centaine d'entreprises avec 10 emplois chacune. A priori, il y a plus de chances pour que les 1000 emplois existent encore dans 10 ans. Merci. J'ai pas dit ça, hein. Vous l'aviez dit. D'accord. Non, mais je suis d'accord sur vos remarques. Alors, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, c'est Monsieur Del Bosque, je pense. Hein, et bon, je pense qu'on est un certain nombre à connaître les joueurs de l'équipe d'Espagne. Il est bon, hein. Même si peut-être on les connaît pas tous comme les Français, surtout ceux qui se sont illustrés dans un bus en Afrique du Sud. Maurice. Pardon. Oui, moi j'avais une petite question sur le plan méthodologique. En fait, là, il y avait le choix effectivement entre la performance et les valeurs. Le choix qui était retenu, c'est le choix des valeurs. À titre personnel, je pense que c'est effectivement le bon choix. Par contre, la méthode qui est employée pour aboutir à cette marque de territoire est la méthode qui est celle de la performance. Donc, est-ce qu'il n'y en a pas un risque, justement, en termes de méthode, puisque, en fait, pour s'appuyer sur les valeurs, il faudrait, à mon sens, faire partager ces valeurs au territoire, les faire valider par le territoire avant de lancer la marque, et de façon à ce que, comme on disait tout à l'heure, c'est les individus, c'est les gens dans la rue qui vont porter cette marque, et pas les institutions. Si on prend les valeurs, si on prend effectivement une marque de performance, là, elle peut être portée par des institutions. C'est pas le choix qui est fait, la méthode est celle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là ? Alors, j'ai dit que c'était quand même un travail qui a été fait en faisant travailler un certain nombre de personnes sur le territoire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ça n'a pas été que les institutions. Il y a eu des citoyens qui ont été consultés. Alors bon, c'est 500 personnes au total. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pas le million de personnes de la métropole. Mais il y a bien eu un travail de fait, à la fois avec des acteurs institutionnels, hein, bien sûr, mais aussi directement auprès d'un certain nombre de citoyens. Et en tout cas, sur la plateforme de marque telle qu'elle sort, on est bien sur quelque chose qui est sur une valeur, enfin sur des valeurs. Hein. Et après, néanmoins, il faut que les performances du territoire soient aussi visibles. Hein. Donc l'idée, c'est bien d'essayer d'être à la fois sur le socle des valeurs, donc d'être plutôt sur un positionnement valeur, mais en même temps capable, à partir de ça, de mettre en évidence les performances du territoire. Oui, je sais que tu es un spécialiste de la marque, Maurice, donc c'est pas très simple. J'espère qu'on va y arriver. Jean-Claude Charrier, sur l'image que donne Nantes à l'étranger. Simplement une anecdote à propos d'un voyage récent. C'était au Brésil, à Rio. Je discutais avec une guide qui était d'origine indienne. Et donc on se présente souvent, on demande aux gens, mais d'où vous venez ? D'abord, on a de la peine à situer Nantes. On parle de l'ouest de la Bretagne. Ah mais alors là, la personne a dit, ah mais Nantes, les berlingots. Nantes, les berlingots. Et des berlingots, c'était une expérience de 1985.
Et en plus, elle me disait, mais je conserve depuis cette date-là une boîte de biscuits lus dans lequel je mets tous mes bijoux. Donc, je veux dire, dans cette image des villes, il y a sans doute un aspect Madeleine de Proust qu'il faut pas négliger. Et tout ce qui touche à l'alimentaire, entre autres, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être important par rapport à l'image qu'on donne à l'étranger. Et de ce point de vue-là, Nantes a quand même un passé qui peut éclairer aussi son avenir. Merci, Jean-Claude. Philippe, une question tant que le micro arrive au prochain intervenant. Une marque, une agence sont des outils. Et je voudrais t'interroger sur la stratégie. Parce que tu as parfaitement défini quelques ambitions, quelques orientations stratégiques. J'en ai compté pas mal. Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Et est-ce que les acteurs qui sont réunis au-delà des outils que représente la marque et que peut représenter une agence de développement, est-ce que les grands acteurs, notamment ceux qui sont au comité stratégique, j'ai en particulier noté que la région n'y était pas, c'est une question accessoire, mais est-ce que les grands acteurs et tout l'environnement de ces grands acteurs, tous les partenaires, sont-ils réellement capables de se mettre d'accord sur une stratégie ? Je ne le crois pas. Je crois que ça suppose des arbitrages politiques. Est-ce que nos politiques, nos élus, ceux de Nantes Métropole avec la Carène, sont en situation d'effectuer ces arbitrages politiques pour que la stratégie soit pas incantatoire, mais que la stratégie soit une stratégie opérationnelle ? Alors, tu poses une vraie question, surtout quand on est un territoire modeste quand même, avec cette idée quand même qu'on veut exister un peu plus à l'international, ça veut dire à un moment qu'il y a des choix à faire. Bon, ça c'est toujours très difficile. Dans les travaux qui ont eu lieu autour des axes, on va dire de la stratégie, on peut simplement parler d'axes à ce stade-là. On voyait très bien un certain nombre d'acteurs réagir parce que ils se retrouvaient pas. Je vais pas citer d'école, d'ingénieurs qui disaient mais oui, mais moi, je suis pas, je me retrouve pas dans le. Donc c'est un exercice extrêmement difficile qui effectivement à un moment devra déboucher sur des choix. Là, on s'est mis d'accord sur des axes, là, sur le petit schéma que j'ai présenté, qui les résume. Mais c'est clair qu'on n'est pas sur une stratégie finalisée. Et que ce travail-là est à faire, et que l'agence sera, on va dire, le pivot de la construction de la stratégie définitive et complète, quoi. Et là, il y aura effectivement des choix à faire, difficiles, et je ne sais pas faire de paris, mais je pense qu'ils seront faits. Et pour poursuivre un tout petit peu, sans accaparer le micro, quelle est ta vision sur les choix alternatifs qui sont possibles? C'est quoi ces choix? Les grands choix auxquels les décideurs sont confrontés. Et ceux qui peuvent fâcher, en fait. C'est pas facile de répondre comme ça, parce que bon. Mais la tentation, on voit bien, la tentation, elle est plutôt de se positionner sur ce qui est nouveau et différent. Et c'est important dans une stratégie de positionnement à l'international. Et en même temps, ça veut dire que on donne le sentiment. Je vais dire par exemple, industrie créative, c'est très à la mode. Bon, quartier de la création à Nantes. Mais il n'y a pas qu'à Nantes. Moi, je reviens de Québec. Il y a un quartier de la création à Québec, qui est plus ancien d'ailleurs, qui a une histoire déjà plus développée. Donc, voilà, il y a des mots qui font comme ça que tout d'un coup, à une époque, il fallait avoir une technopole. Maintenant, il faut être dans les industries créatives, et ça donne envie. Et voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'on parle encore d'aéronautique ? Est-ce qu'on parle de construction navale, voilà. Donc les vraies questions, c'est être capable de faire des choix sans laisser ou sans donner le sentiment que on abandonne des secteurs qui sont incontournables sur le territoire. Et c'est pas un exercice facile. Je crois que quelque part on va le faire au travers d'un pôle qui s'appelle le MC2 par exemple, c'est-à-dire que on va pas dire aéronautique ou construction navale, on va dire matériaux,
qui permettent de construire des avions, qui permettent de construire des bateaux ou des trains voilà. Donc on va plutôt rentrer par le biais de la technologie quelque part. Mais c'est pas simple. Hein. Tu es optimiste ? Oui, il faut. Oui, je suis optimiste parce que, alors je vais dire basiquement pour des raisons très simples. C'est un engagement de Monsieur Ayrault. Il l'a affiché dans ses priorités. J'étais en comité stratégique avec lui lundi dernier. Je peux dire qu'il a mis la pression pour que ça aille plus vite. Il trouve que c'est bien long. Et moi aussi d'ailleurs, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on a commencé. Et donc, il veut aboutir rapidement. Et dès lors qu'il y a un leadership et qu'il y a une volonté, je suis optimiste, oui. Merci. À vous. Bonsoir, Emmanuel de Philippe. Alors, ça peut être été dit et redit, mais donc on parle d'attractivité sur Nantes, donc on veut donner une dimension internationale à Nantes, mais ne faudrait-il pas, dans un premier temps, exporter les valeurs de Nantes à l'international pour mieux permettre cette attractivité, justement ce déplacement des entreprises vers Nantes. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et également, une interrogation, c'est est-ce que Nantes a vraiment une vocation internationale, a vraiment envie de se donner cette vocation ou cette dimension internationale, et ne va-t-on pas tomber dans un effet pervers, dans une démarche perverse, à vouloir faire ça au forceps, c'est-à-dire à tout prix vouloir donner cette dimension internationale à Nantes? Est-ce qu'elle en a les capacités? Nantes a, je veux dire, pratiquement toujours été une ville internationale. On est quand même... on s'est créé là, Nantes a 2000 ans d'existence, on va dire, et ça s'est localisé là, parce que c'est le premier endroit où on pouvait traverser la Loire à pied. Et pourquoi on s'est mis là? Pour faire du commerce, avec des bateaux qui arrivaient d'ailleurs dans le monde, ou qui arrivaient par le fleuve, et puis les voies routières. C'est-à-dire que par naissance, Nantes est une ville de commerce et de commerce international. Donc c'est dans les gènes de la ville quelque part. On a eu ici les plus grands armateurs, évidemment à certaines époques du XVIIIe siècle en particulier. Il y a des noms hollandais, vous voyez bien. Il y a dans la place de la Petite Hollande. Enfin, il y a tout encore. Il y a des traces par rapport à ça. Alors, on a fait du trafic qui quelquefois était qu'il faut assumer maintenant, hein, mais on est par nature et par naissance une ville qui a toujours été en relation avec l'international. Paradoxalement, on est peut-être moins aujourd'hui qu'on l'a été dans le passé. Hein. Oui, mais c'est bien. L'idée, c'est bien de mettre en valeur le Nantes d'aujourd'hui. Alors, faut pas renier hein, je suis d'accord. C'est des choses qui sont connues dans le monde entier. Il faut capitaliser l'édit de Nantes. On l'a dit, Jules Verne, etc. Il y a des tas de choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Mais en même temps, on fait aussi un travail. D'ailleurs, je vous invite le 18 novembre à venir au CCO. On fait un travail pour repérer ce qu'on appelle les pépites de l'international. C'est-à-dire l'idée, c'est à un moment d'animer un réseau d'ambassadeurs. Ambassadeurs, ça veut dire des gens qui ont une visibilité à l'international, alors quelquefois dans un domaine bien précis, bien particulier, mais qui sont reconnus dans le monde entier dans leur domaine. Et ces gens-là, on veut en faire des ambassadeurs du territoire. Et là, on fait un travail de présentation, de mise en valeur de ce qu'on a appelé les pépites. Par exemple, on va parler la prochaine fois, c'est Laurence Aubron qui est membre du conseil de développement qui va venir parler d'Euradio. Euradio, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qui génère des générations de journalistes qui connaissent Nantes puisqu'ils viennent passer une année, sont des jeunes journalistes étrangers qui viennent passer une année à Nantes
et qui évidemment garde un lien et un souvenir de Nantes. Puis on va parler de la société Vivalis. Alors Vivalis, c'est bon, certains connaissent sûrement, mais c'est sans doute le futur Eurofins de Nantes. C'est une boîte de biotechnologie qui signe des accords avec les grandes de la pharmacie dans le monde entier. Donc voilà, on va essayer aussi de s'appuyer sur des ambassadeurs, des pépites d'aujourd'hui, quoi. Hein. Oui. Yves. Alors les ambassadeurs, on en parle. Et si chacun d'entre nous dans ce territoire devenait ambassadeur, c'est-à-dire que est-ce qu'on serait capable de porter ce que va être la marque qui va sortir de ce concours, là, si je puis dire? Est-ce que chacun pourrait porter ce t-shirt, tout simplement? C'est peut-être ça le meilleur ambassadeur, c'est que 1 million de concitoyens de Nantes-Saint-Nazaire puissent le porter et soient fiers de le porter. C'est évident qu'I Love New York. Voilà. En se référant à ça, voilà. Il y a pas que les entreprises qui peuvent être le vecteur de la communication. Enfin. L'idée, c'est bien, si par exemple les pépites, quand je parle de ça, c'est aussi de permettre aux Nantais de découvrir ces pépites-là, parce que encore une fois, ils les connaissent pas forcément, et d'être fiers de ce qui se passe sur leur territoire. Et donc, effectivement, d'être capable de porter le territoire, d'en être ambassadeur, même modestement, mais d'en être ambassadeur. Puisque l'heure avance, vous allez poser votre question, madame, mais je voudrais savoir s'il y a quelques autres questions à poser. Peut-être on peut les prendre de manière groupée, à condition qu'elles soient courtes. J'en vois 3, il n'y en a pas d'autres? 4. Bien, à vous, madame. Mais on va les prendre, peut-être, si vous voulez bien, en tir groupé pour permettre à Philippe de répondre, puisque l'heure avance. Pour rebondir sur les interventions de 2 autres personnes dans la salle et en réfléchissant à l'ensemble de ce que vous avez présenté, est-ce que dans l'ensemble des valeurs ou de la stratégie de positionnement a été abordée une des tendances actuelles aujourd'hui qui est le slow town ou le slow food, etc. Et est-ce que dans la stratégie internationale, Small is Beautiful, c'est pas mieux pour Nantes que Only Lyon et Amsterdam? Bien, on prend les 3 autres questions, Philippe, tu veux bien? Comme ça permet de... Oui, lorsque l'on parle de visibilité internationale et de stratégie de marque, c'est pour servir une ambition. Donc quelle est l'ambition de ce territoire? Est-ce devenir un grand pôle international en matière de tourisme, un gros pôle international en matière d'agroalimentaire, un grand pôle international en termes de métiers de la mer? Est-ce que c'est bien ça? Oui. Oui, autre question complémentaire. Donc on parle beaucoup de Nantes, et on parle peu de Saint-Nazaire. Donc effectivement, Saint-Nazaire s'est précipité il y a quelques semaines pour sortir une marque Audacity. Comment tout ça, ça se coordonne? Parce que j'ai du mal un petit peu à comprendre un peu l'ensemble. Premier point. Et deuxièmement, beaucoup de structures sont en train de travaillent dans le domaine de l'international. Il n'y a pas toujours de la cohérence, c'est quand même extrêmement difficile. Moi-même, étant international, c'est difficile de trouver ces petits dans le nombre de structures qui travaillent à l'international. Comment fédérer un peu ça et donner un peu de sens sur ce territoire? Bien. Jean-Yves Payou, non? Cours, hein, s'il te plaît, Jean-Yves. Comme d'habitude. Non, je vais essayer d'avoir une pensée moyenâgeuse. On a toujours appris que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Et cela fait longtemps qu'on a découvert que pour vivre caché, il fallait d'abord être heureux. N'est-ce pas? Deuxièmement, par rapport à toutes ces choses-là, naturellement, ça va se faire, tout ça c'est bien, enfin tout, mais ça ne correspond pas au mode de pensée moyenâgeux que j'ai, n'est-ce pas? Où je pense que à l'époque où maintenant tous les jeunes viennent m'annoncer qu'il y a Facebook, il y a Twitter, il y a je sais pas quoi, enfin il y a plein de trucs, est-ce qu'il ne serait pas mieux de travailler dans ce type de milieu pour que chacun soit porteur de la réalité nantaise, grâce aux nouveaux moyens, plutôt que d'avoir un espèce de machin du genre I love Nantes, I love Muscadet, and je sais pas quoi, I love Mogette, enfin I love l'agroalimentaire, enfin I love. Voilà. Donc autrement dit, est-ce qu'il serait pas intéressant de prendre le travail à l'envers, et notamment de se dire qu'un territoire qui se pose tellement le problème de se faire connaître, c'est qu'il vit extrêmement malheureux. Pour reprendre
la pensée de ma grand-mère et de mon grand-père, qui disaient pour vivre heureux, il faut vivre caché. Bien, à toi Philippe. Alors sur les villes lentes, c'est un sujet qu'on évoque au sein du Conseil de développement. Alors franchement, on l'a pas évoqué dans la stratégie de l'international, mais c'est un sujet qu'on évoque dans le Conseil de développement. On a un contributeur, mais il n'est pas là ce soir, qui nous a fait un petit article sur cette question, en suggérant que Nantes adhère au réseau des... Alors City, je ne sais plus comment... Voilà. Voilà. Donc c'est pas, ça n'a pas été évoqué, mais encore une fois, on est dans des constructions. Je ne sais pas si y aura un intérêt pour adhérer aux villes lentes. En tout cas, il y a un intérêt du Conseil de développement sur cette question de la gestion du temps sur le territoire. Sur l'ambition du territoire. L'ambition, je ne sais pas la formuler par rapport à ta question. L'idée, c'est de poursuivre une dynamique et un développement. Et pour ça, de jouer aussi sur l'international. Alors, quand j'ai dit ça, je ne veux pas dire qu'on ambitionne d'être le meilleur dans l'aéronautique, le meilleur dans la construction navale. Je ne crois pas que ça se posera comme ça. Pardon. D'abord, on l'a déjà dit quelqu'un, mais on est dans une logique de dire il y a un supplément de développement possible en se positionnant à l'international. Voilà. Je peux pas dire plus que ça. Audacity, bah oui, ça paraît surprenant, mais l'engagement de Saint-Nazaire, c'est de n'utiliser Audacity qu'en France. Voilà. Alors, j'ai quelques interrogations moi aussi pour tout dire, parce que si on avait seulement cette ambition-là, on aurait peut-être choisi Audacité, non pas Audacity, mais bon, on verra à l'usage. Il y a un engagement formel de Saint-Nazaire de ne pas parce que dans la démarche de la marque à l'international, il y a quand même un engagement des acteurs de dire on reconnaît la marque Ombrelle comme la marque qu'on prendra dès lors qu'on ira à l'international. Enfin, on la reconnaîtra sous réserve qu'on y arrive et qu'elle soit acceptée. Hein, mais l'idée, c'est que chacun des composantes du territoire a parfaitement le droit de communiquer sur le territoire français avec sa propre façon, hein, mais qu'à l'international, tout le monde se met derrière la même bannière. Voilà. La multitude des structures. Après, la multitude des structures, bon, on en a mis quand même beaucoup autour de la table. C'est évident qu'il y en a d'autres qui n'y sont pas. Et ce qu'on peut espérer, c'est que si on arrive à faire travailler tout cela ensemble, et avec quelque chose qui donne envie, d'autres viendront s'adjoindre. Et voilà. Mais on mettra jamais tous les acteurs, parce que bon, d'abord il y a des entreprises qui sont pas la CCI ou qui ne reconnaissent pas la CCI comme les représentants et qui vont à l'international. Alors peut-être certaines vont souhaiter pouvoir s'abriter derrière la marque, d'autres pas. Et voilà, l'idée c'est que si on est bon, on donnera envie à d'autres de venir rejoindre le dispositif. Et alors, quant à vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés, moi aussi, ma grand-mère disait ça. Moi aussi, d'ailleurs, je suis plutôt dans cet esprit-là. Je suis pas toujours très à l'aise quand je suis devant, mais d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je vais seulement répondre ça. C'est-à-dire qu'on peut ambitionner d'être un petit peu plus visible, mais en même temps, d'utiliser les moyens nouveaux que tu maîtrises parfaitement. Jean-Yves Pailloux, c'est le directeur interplanétaire du Conseil de développement. Donc on compte beaucoup sur toi pour nous aider.